Là aussi, je vais donner quelques précisions sur les notions et revenir un peu à un historique. Pour ce qui est de la France, on peut dire que la tradition antifasciste n'est pas une tradition très importante. Il y a eu une réaction antifasciste dans les années 30, au moment où les groupes fascistes français avaient essayé de s'implanter, de développer des actions comme l'attaque du 6 février 1934 contre la République et la Chambre des députés, où ça avait été contredit par une contre-manifestation du Parti communiste et des forces de gauche, dans une position pas toujours claire de défense de la démocratie ou de vouloir participer à l'attaque de la Chambre des députés. À part ça, le fascisme a quand même toujours été ultra minoritaire en France et surtout jamais rattaché à des mouvements de masse. Le fascisme en France est un fascisme de collaboration, avec aussi beaucoup de, je l'ai dit dans la première partie de discussion, enfin d'entretien, beaucoup de fascistes de transfusion, en quelque sorte, venant du socialisme, du Parti socialiste, enfin de la SFIO, par exemple, du Parti communiste pour Jacques Doriot, qui était quand même le numéro 2, si ce n'est le numéro 1 du Parti communiste, et qui est devenu un dirigeant du Parti fasciste. Mais autrement, donc, il n'y a pas eu de mouvement de masse fasciste. Donc, il y a eu la collaboration, il y a eu le pétinisme, mais le pétinisme, c'était autre chose, et d'ailleurs, les fascistes se sont répartis entre pétinistes et anti-pétinistes. Même à l'intérieur de l'Action française, il y a eu des différences. Et beaucoup de pétinistes de la première heure se sont détachés du pétinisme, comme les tendances autour du philosophe Emmanuel Mounier, etc. La résistance. Là, il y a quand même une marge entre une résistance comme la résistance italienne, qui est une résistance d'Italiens contre des Italiens, sauf dans la dernière partie après la destitution de Mussolini et l'arrivée des nazis, mais dans toute la phase de la résistance italienne, c'est une résistance d'Italiens contre Italiens et donc de fascistes contre des antifascistes, où c'est assez clair et où donc le résistentialisme historique va perdurer en Italie, où de nombreux jeunes des années 70 reprendront le flambeau d'une nouvelle résistance, parce que leurs parents ont été des résistants de la première heure et se sont battus contre les fascistes. De l'autre côté, les jeunes fascistes aussi se référeront à un régime fasciste ayant existé et donc à une tendance à vouloir reporter ce que Umberto Eco, par exemple, a appelé un fascisme éternel pour l'Italie, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours ce retour du fascisme, quoi, pour ce pays. En France, ce n'est pas le cas. La GP et la gauche prolétarienne parlera d'une nouvelle résistance, et il y aura justement un groupe des néo-résistants, une chanson sur les nouveaux partisans de Valérie Lagrange. Les Mao chercheront à retrouver quelques figures de la lutte antifasciste, comme Guingouin dans la région de Limoges. Chercheront à lécher le cul à Dieu stalinien, antifascistes comme Marty et Tillon, mais ça sera quand même relativement un échec. Contrairement là aussi à l'Italie, où certaines tendances ultra-minoritaires du Parti communiste italien appuieront un antifascisme chez les jeunes, ou via l'influence de gens comme Feltrinelli, qui essayeront, avec son groupe de partisans, de recréer les anciens partisans de la guerre.
Donc l'antifascisme, au moins pour la France, mais d'une manière générale, même si on reprend dans d'autres pays, l'antifascisme n'est pas un créneau dominant et n'est en tout cas pas un créneau à part entière. Il s'inscrit, par exemple, dans les années 60-70, il s'inscrit dans d'autres activités. La lutte contre la guerre d'Algérie va forcément entraîner une lutte contre le fascisme dans la mesure où l'OAS et quelques petits groupes fascistes vont développer des pratiques fascistes ou vont essayer de développer une idéologie fasciste à travers le maintien de l'idéologie coloniale. À l'intérieur de l'antimilitarisme, il pourrait y avoir aussi des éléments d'antifascisme. Bon, mais ce qui est prioritaire encore, c'est à ce moment-là, avec mai 68, mais les mouvements qui suivent aussi, c'est aussi toujours le mouvement ouvrier, le soutien aux luttes ouvrières, l'idée de la lutte de classe, les débuts du féminisme, etc. Mais pas du tout la lutte antifasciste. Donc il n'y a pas véritablement, il y a des affrontements, on a des affrontements, et je suis bien placé pour le savoir, pour l'avoir subi, sans ça l'avoir forcément toujours initié, plutôt l'inverse donc. Il y a des affrontements, mais ces affrontements sont entre fascistes et antifascisme et extrême gauche, disons. On ne crée pas de front antifasciste pour lutter contre les fascistes. Je cite dans la brochure l'exemple du front unique antifasciste de Nanterre en 66-67, mais qui a beaucoup de mal à se mettre en place, et c'est surtout les Mao qui essayent de le mettre en place avec les gens de la JCR, de la jeunesse communiste révolutionnaire. Les anards y participent pas trop. On ne met pas en place une stratégie, c'est pas une activité définitoire. S'il y a des fascistes, on les chasse ou on résiste au fait qu'ils veulent nous chasser, mais on ne se revendique pas d'une identité antifasciste. Sauf en Italie, la bataille culturelle semble, en quelque sorte, si on veut parler moderne avec l'histoire de l'hégémonie culturelle, la bataille culturelle semble perdue pour les fascistes, et même si leur chant du cygne, c'est le meeting d'ordre nouveau que la Ligue communiste attaquera, la Ligue communiste révolutionnaire attaquera violemment, on peut dire qu'ils vont se replier et créer plutôt... ils vont essayer de recréer, de bâtir un travail à long terme, j'y pensais puisque je parlais d'hégémonie culturelle, à travers ce qu'on a appelé la nouvelle droite, et des théoriciens comme Alain de Benoît ou le Club de l'Horloge, c'est-à-dire de faire tout un travail théorique de profondeur, en profondeur, y compris en récupérant quelques idées modernistes chez des gens comme Baudrillard et autres, ou de critique de la société de consommation, pour recréer des bases à un redéploiement plus tard de ce qui pourrait être des idées d'une extrême droite, etc. Mais autrement, il se replie éventuellement dans des services d'ordre du FN ou des choses comme ça, après la dissolution d'ordre nouveau. C'est ce manque d'ancrage, surtout en France, donc, qui fait que le mouvement va prendre, enfin le mouvement, si on peut dire, l'antifascisme, va prendre, et le fascisme, si on peut dire de l'autre côté, ce qui tient lieu de fascisme, va prendre l'allure de bande contre bande. C'est-à-dire de chaque côté, il n'y a pas d'ancrage. Donc si on prend puisqu'on a beaucoup parlé de Lyon à feu et à sang, si on prend l'exemple de Lyon, les antifascistes croient que la Croix-Rousse leur appartient sous prétexte que les canuts se sont révoltés à la Croix-Rousse. Et les fascistes croient que le Saint-Jean leur appartient parce que ils sont au pied de la colline des curés et que il y a des symboles qui peuvent rappeler la féodalité ou l'aristocratie, etc.
mais en aucune manière ces territoires ne leur appartiennent. Et quand ils cherchent à les occuper, bien souvent, c'est sans que la population ait pris le moins du monde parti pour eux, puisque la plupart du temps, quand il y a des oppositions, des escarmouches entre groupes, la population ne comprend pas toujours ce qu'il en est, parce que c'est pas clair, puisque justement ça prend l'allure bande contre bande. Donc on est complètement dans l'artificiel. Et quand sur le terrain il pourrait y avoir moins d'artificialité, comme par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes, où accusés par les uns d'être plus ou moins fascistes, accusés par les autres ou désignés par les autres d'être plus ou moins révolutionnaires ou ayant une potentialité d'extrême gauche, les groupes fascistes et les petits groupes fascistes et les groupes antifa qui sont venus à l'intérieur des manifestations Gilets jaunes, tout au moins pour ce qui est de Lyon, toujours la ville à feu et à sang, les deux ont été aussi ridicules les uns que les autres, et les Gilets jaunes les ont regardés avec effroi, en se demandant ce que c'est les Lascars, qui pensaient qu'à se taper dessus et qui étaient complètement à côté de la plaque, qui n'allaient jamais aux réunions, qui faisaient jamais aucune action en direction des objectifs des Gilets jaunes. Donc vraiment des bandes fantomatiques qui se pourchassent les unes les autres parce que c'est leur place politique, c'est un positionnement qu'elles ont adopté, un positionnement identitaire, ce qu'on va aborder un petit peu peut-être dans la dernière partie. Bon, avant d'aborder cette dernière partie, je voudrais terminer quand même, insister par des limites fondamentales de l'antifascisme. Et là, je laisse l'histoire des bandes, on y reviendra après. La première limite, elle a déjà été signalée par de nombreux théoriciens, comme par exemple Horkheimer de l'école de Francfort dans les années 40, mais aussi Pasolini dans les années 60, c'est que dans l'antifascisme, on ne dit rien sur le capital. Or, qui ne dit rien sur le capitalisme n'a rien à dire sur le fascisme. Ou ce qu'il dit sur le fascisme est invalidé par le fait qu'il n'a rien à dire sur le capitalisme. D'une certaine façon, on peut dire il se trompe de cible. Le fascisme, d'une certaine façon, comme je l'ai dit tout à l'heure au moment de la domination formelle, est un produit de la guerre capitaliste et de la guerre impérialiste. Le fascisme n'existe pas sous des formes féodales, il n'existe pas en Chine, il y a des seigneurs de guerre ou des choses comme ça, mais bon, c'est quelque chose qui est assez précis. Deuxième limite, on a l'impression aujourd'hui, en écoutant les paroles de gens de gauche ou même les médias, que tout est fascisme et tout est fascisation ou tout est fascisation. Or, si tout est fascisme, rien n'est fascisme. On arrive à une bouillie théorique où finalement, on va ausculter et se perdre en interprétation. Alors, on va ausculter Mélanie, ce qui serait fasciste chez Mélanie, mais on est en contre-argumentation, ce qui est racisme, ce qui est lutte contre les travailleurs immigrés. Une mère manque de peau, elle régularise les sans-papiers. Ah oui, mais si elle régularise les sans-papiers, c'est comme merde, c'est parce qu'elle y a intérêt. Ah bah oui,
Qui c'est qui régulariserait les sans-papiers s'ils n'y ont pas intérêt? Bon, c'est pas Mère Teresa, Mélanie. Bon, et sur toutes les élections, ça va être la même chose, c'est-à-dire Trump. Est-ce que Trump est un fasciste? Est-ce qu'il est un milliardaire? Est-ce qu'il est un fasciste milliardaire? Est-ce que Bolsonaro est un homophobe ou est-ce qu'il est un fasciste? Alors Libération existe, une semaine c'est un fasciste, une semaine c'est un homophobe. On est en pleine bouillie à partir du moment où tout le monde est ramené au fascisme. Il y a une façon de s'en sortir, il y a une petite porte de sortie avec la démocratie libérale. Bon, ça permet de ne pas traiter de fasciste Orban, ça fait une petite limitation, une petite frontière quand même. Autre point, donc, limite, mais j'en ai déjà parlé, mais il faut le rappeler, c'est la confusion complète entre répression et fascisme. Là, on peut le voir avec ce qui se passe, la chasse aux Sud-Américains, aux Latinos aux États-Unis. Chasser les Latinos n'est pas fasciste. Chasser les Latinos, c'est d'abord une grosse connerie, complètement incohérent, mais c'est pas fasciste. C'est mener la répression à un niveau absurde et avec des moyens qui sont pas véritablement légaux, en tout cas disproportionnés, mais ce n'est pas du fascisme. Et demain, cette mesure peut être complètement inversée si Trump perd les élections de mi-mandat, etc. Comme il change de chemise autant que de cravate. Enfin, point important, une contradiction, non pas une limite intrinsèque de l'antifascisme, mais une contradiction un peu qui me paraît insoluble, qui conduit l'antifascisme à toujours se réfugier dans les bras de la démocratie et dans les bras de l'État. C'est-à-dire que les groupes antifascistes ne veulent pas être dissous et ils veulent toujours que les groupes fascistes soient dissous. Donc en fait, pour que les groupes fascistes soient dissous, il faut faire appel à l'État ou pression sur l'État, mais en même temps, refusant d'être dissous par l'État, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas révolutionnaires. Ils sont simplement antifascistes. Alors je viens de voir, dernière minute, dans les journaux ces derniers jours, que le groupe qui fait peur à tout le monde, le groupe qui terrorise et tout, c'est Némésis qui devrait être interdit parce que du fait de sa mauvaise influence et qu'elle organise des pièges pour les antifascistes, donc Némésis devrait être interdit. Bon. La Jeune Garde, de son côté, pour être d'actualité, la Jeune Garde, en bon trotskiste, ils font de l'entrisme. Alors on ne sait pas si c'est les trotskistes ou les LFistes qui ont fait de l'entrisme dans la Jeune Garde, ou si c'est la Jeune Garde qui fait de l'entrisme dans LFI. Le résultat, c'est qu'ils ont des députés et qu'ils se retrouvent à faire un jour à l'Assemblée avec je sais pas, en mélangeant un symbole palestinien et le drapeau tricolore, je sais pas, ou l'écharpe tricolore, et le lendemain à faire le coup de poing ou à se retrouver dans le quartier où il y a un affrontement entre fascistes et antifascistes. Ça me paraît une contradiction insoluble de l'antifascisme, de savoir où est-ce qu'on est, c'est-à-dire que de ne pas avoir qu'un positionnement idéologique et un positionnement de politicien à la limite, mais avoir un positionnement politique clair. Or, l'antifascisme, par définition, ne peut avoir de positionnement clair, sauf à être véritablement antifasciste, et encore, comme il l'a été de façon de masse
au moment des grands moments de résistance, où par exemple tous les partis participaient à la résistance et où il y avait les catholiques, les protestants, les centristes, les socialistes, les modérés, les extrémistes, etc. Mais pas aujourd'hui. Alors, d'abord, au niveau de l'englobement, je répète que cet englobement, c'est le fait que ni fascisme ni antifascisme soit une alternative aujourd'hui, vu tout ce qu'on a pu développer sur cette domination réelle du capital. Et donc, il n'y a pas de sortie politique, en quelque sorte, de ces côtés-là. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces aggiornamentos qui réduisent donc les pratiques fascistes et antifascistes à des micro-sectes ou des choses comme ça. Ça, c'est pour l'histoire de l'englobement. Mais autrement, on est effectivement dans une situation, alors j'ai parlé de positionnement politique un peu hors sol, c'est-à-dire un positionnement qui est uniquement identitaire et qui repose sur finalement le spectacle, le fait d'absolument avoir une identité. Alors c'est la mode des identités, donc c'est vrai que il faut montrer ce qu'on aime, montrer son existence, et surtout quand on n'existe que par rapport à une chose. Donc si on est antifasciste, il faut le clamer, il faut avoir des drapeaux, il faut avoir des badges, il faut avoir des slogans. L'exemple le plus caricatural, c'est le Siamo Tutti antifascisti, qui est clamé dans toutes les manifestations, y compris dans celles où évidemment il n'y a aucun fasciste, et dans des manifestations sur des sujets les plus variés, les retraites, quel rapport avec le fascisme, la mort de Naël, quel rapport avec le fascisme. Mais enfin, Stiamo tutti antifascisti, qui est un signe d'ailleurs, quand tout le monde est antifasciste, bon ben, dans ce cas-là, plus personne n'est fasciste. Enfin bon, je veux dire, le signe de ralliement est en lui-même un signe de bêtise à la puissance, on disait avant puissance au carré, mais même au cube. Enfin bon. Donc tout est dans la représentation, c'est-à-dire qu'il faut montrer son existence parce que cette existence est nouvelle. L'antifascisme doit prendre la place que non plus les gauchismes qui ne tiennent plus le pavé et qui finalement, non seulement ils ne tiennent plus le pavé, mais il y a des raisons objectives à ce qu'ils ne tiennent plus le pavé, même s'ils se manifestent encore syndicalement, ils ne tiennent plus le pavé parce que les luttes dans les domaines qui étaient les domaines d'exercice de ces groupes, eh bien, il se trouve que ces luttes ont régressé, ou qu'elles ont régressé comme les luttes ouvrières en général, les luttes prolétariennes, comme on disait, elles ont régressé, ou alors elles se sont transformées de telle façon qu'ils ne les comprennent pas, comme par exemple les luttes des Gilets jaunes, ou à un autre niveau, certaines luttes écologistes comme celles qui ont été menées à Notre-Dame-des-Landes ou sur les grandes bassines, etc. Donc en fait, bon, pour le reste, il faut se présenter dans un nouveau champ qu'on construit, et ce champ, c'est celui de l'antifascisme. L'idéologie remplace en quelque sorte le rapport à la réalité. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait eu le constat de l'incapacité à changer le monde, et donc il fallait simplement montrer sa différence, son signe distinctif, et qu'on pouvait porter un objectif spécifique. On n'a aucun programme.
il s'agit de mordre sur, disons, ce qui est de l'ordre de l'actualité, donc bon, un petit peu au jour le jour, en fonction de ce qui vient finalement de combat, enfin de lutte à l'intérieur d'un même microcosme qui est ce microcosme des identités. Cette identité ou ces identités antifascistes, parce qu'il y a aussi plusieurs groupes d'antifascistes, et les imageries qui vont autour, n'existeraient pas, ou en tout cas ne seraient pas facilitées, mais c'est valable aussi pour toutes les identités, s'il n'y avait pas l'orchestration autour des médias et des réseaux, mais des grands médias par exemple, dont on a l'impression qu'ils cherchent à produire du fascisme comme ils cherchent à produire de l'événement. Ainsi parlait, je reviens toujours sur Lyon, et on en a parlé dans la brochure, parler de Lyon à feu et à sang quand à aucun moment, aujourd'hui, quand la veille de la mort du militant d'extrême droite, Lyon était du plus calme qui soit et que il n'y avait aucune trace de ce qui pourrait se passer, enfin aucune prémisse de ce qui pourrait se passer, sauf peut-être dans la tête de ces gens-là, aucune prémisse de ce qui allait se passer. Par contre, les mêmes journaux n'ont jamais parlé ou beaucoup moins de Lyon à feu à sang pendant les Gilets jaunes, pendant les manifestations sur les retraites ou les manifestations pour Naël, où pourtant Lyon était plus à feu à sang. Donc là, il y a une fabrication de l'événement et une fabrication d'un certain type d'événement qui ne présente effectivement pas de danger. On peut forcir sur un événement qui est un non-événement. Enfin, je veux pas dire que cracher sur un mort de quelqu'un, mais c'est un non-événement au sens que il y a quand même de grandes chances, je vais pas faire de preuve, mais les antifas ne sont pas non plus des tueurs en France, et ça peut très bien être un truc à chaud, une sorte de bavure, comme il y a des bavures de flics. Je pense que comme les flics agissent en bande aussi, ça j'en ai pas parlé, mais on en a parlé ailleurs, les Baqueux et d'autres flics comme ça sont aussi une bande. Donc les bandes de fascistes, les bandes de néofascistes, les bandes d'antifascistes et les flics peuvent agir en bande. Et en tant que bande, on n'est jamais à l'abri, dans une action à chaud, d'un déchaînement de violence, etc. Mais à part ça, c'est un événement qui est trié et sur lequel on fait maintenant un ramdam, si je peux me permettre ces expressions, qui n'a pas de lieu d'être et qui n'a d'autant pas lieu d'être, si je pense à la situation de l'Italie de 75, enfin même de 68 à 78, qu'il n'y a pas eu vengeance. C'est en Italie, à partir des années 75, 76, et surtout en 77, 78, tout acte de ce type-là était accompagné d'une vengeance immédiate de la part des groupes adverses. Et ainsi de suite, pendant plusieurs années, avec des dizaines et des dizaines de morts et des actes bien plus crapuleux qu'une balle dans la tête et tout, par ailleurs. Là, rien de tel. Je ne sais pas si les fascistes ont une intelligence et les antifascistes aussi. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont au moins l'intelligence de la situation, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ne sont plus rien et que donc
il n'y a rien qui peut les porter et que la vengeance serait qu'une vengeance personnelle. La différence avec les moments de lutte véritablement entre antifascistes et fascistes, par exemple en Italie, c'est qu'il y avait encore le mouvement tout autour qui laissait croire à tout le monde qu'on pouvait transformer quelque chose. Et dans le fait de transformer quelque chose, il peut y avoir l'idée que la fin justifie les moyens et qu'à ce moment-là, tout le monde est traité en ennemi et que l'ennemi, c'est un chien crevé ou c'est un chien à crever. Qui aujourd'hui peut penser que la mort d'un antifasciste ou la mort d'un fasciste peut changer quelque chose? Personne. Ou la vengeance de l'un, d'élaborer une vengeance politique de même niveau. Il n'y a pas d'enchaînement d'événements, il n'y a pas de, comme il pouvait y avoir aussi dans les affrontements dans l'Allemagne pré-hitlérienne, etc., où les choses n'étaient pas faites. Bon. Là, aujourd'hui, il y a une retombée qui, d'une certaine façon, pour moi, est une bonne retombée, parce que si on se situe en dehors de cette bataille picrocholine, disons, il n'y a rien à gagner à ce système pour qui veut changer les choses ou qui lutte pour l'émancipation, pour reprendre des grands mots. Il n'y a rien à gagner à ce genre de bataille.